Bonjour, je suis Edwige Machelard, experte en libération de l'inconscient, et voici mon index ABC. Libératrice de l'inconscient, ça c'est un beau métier. Vous imaginez un petit peu mettre ça sur des papiers administratifs? Je suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais en tout cas, c'est notre invité qui est installé sur les canapés qui nous présente son index. Edwige est avec nous. Bonjour Edwige. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Quand on est bloqué, notre âme à la clé, paraît-il? Eh oui. C'est ce que vous dites? C'est mon expérience en tout cas. En tout cas, et puis c'est votre histoire, c'est votre parcours de vie. Et quand on a préparé l'émission et que j'ai lu évidemment attentivement votre parcours de vie, je me suis dit mais faut écrire, faut raconter votre histoire. Oui. Faut en faire un livre. Pourquoi pas un jour? Non, parce que je trouve qu'il y a des rebondissements dans votre histoire qui sont assez incroyables. Et j'avais tout de suite envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes en paix là? Ah oui, vraiment oui. Maintenant, ça y est. Grâce aux constellations familiales, par exemple, et à votre expertise? Entre autres. Vous avez fait ce travail? Les constellations familiales, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. Et la sophroanalyse aussi m'a énormément aidé. De toute façon, les constellations familiales, c'est l'axe transgénérationnel, donc on libère ce qu'on a vécu au niveau de ce qu'on a porté de notre histoire familiale. Et en sophroanalyse, on libère ce qu'on a vécu nous-mêmes, depuis le ventre de notre mère, etc. Comment vous en arrivez à faire ce travail de recherche? Comment est-ce que la sophroanalyse et le transgénérationnel et les constellations familiales entrent dans votre vie? Eh bien, ça entre dans ma vie parce que moi j'étais trop mal dans ma peau en fait. À l'époque, j'étais boulimique. C'est une grande souffrance, j'en avais très honte, personne ne le savait autour de moi. Et j'étais aussi une boule de culpabilité ambulante, si je puis dire. Ah ouais. En fait, je me sentais coupable tout le temps. Donc j'osais jamais dire non, j'osais jamais faire des choses. J'avais envie de me cacher dans un trou de souris tout le temps. Et le syndrome de l'imposteur à fond, quoi. Ouais, tout le temps. Et en fait, j'ai recherché déjà des solutions dans des techniques classiques. Et puis ma mère était thérapeute, donc j'étais un peu son cobaye. Et mais rien ne fonctionnait en fait sur moi. Et j'avais le sentiment que de toute façon, peut-être les techniques pouvaient marcher sur les autres, mais sur moi ça marcherait jamais. Et puis un jour, c'est ma mère qui m'a dit écoute, va voir cette thérapeute, elle est sophroanalyste. Et c'est là que j'ai eu mon premier déclic en fait. Et je me rappelle, je sais pas si je peux en parler, de cette séance qui a été vraiment un déclic pour moi. Je venais voir la thérapeute et je lui disais écoutez, je sais pas qui je suis en fait. Qu'est-ce que c'est être moi? Parce que les gens ils disent oui, moi je suis moi-même, mais en fait ça veut dire quoi? C'est pas faux en plus. Quand on se pose la question comme ça maintenant, on se dit oui, évidemment. C'est ça. Et donc elle me dit ok, installez-vous, demandez à votre sagesse intérieure de vous ramener à l'origine. Et là elle me dit alors qu'est-ce qui se passe? Je dis écoutez, je repense à un cauchemar que j'ai fait il y a quelques mois. Où alors elle me dit de raconter. Alors je dis voilà, il y a une jeune fille mais qui se déplace bizarrement, un peu comme dans ces films un peu angoissants là, comme un fantôme, et elle me poursuit jusqu'à mon travail et à un moment même elle me prend le poignet et là je me réveille mais terrifiée. J'ai jamais été terrifiée comme ça. Même je réveille mon conjoint, évidemment il peut pas faire grand chose pour moi. Et vraiment c'était insupportable. Donc je lui raconte et puis elle me dit ok, quel âge elle a, cette jeune fille là? Je dis je sais pas, 11-12 ans. Ok, et elle vous fait penser à qui? Je dis je sais pas. Puis elle me dit mais si, réfléchissez. Oui, ça me fait penser à ma tante. Elle me dit d'accord, et votre tante elle a un destin particulier? Oui, elle est morte. Et je l'ai jamais connue. Et elle me dit ok, elle est morte à quel âge? Et là je réponds à 12 ans. Et là je déclic, je capte que c'était vraiment elle en fait. Et en fait, la personne dans votre cauchemar, vous l'identifiez comme votre tante. Je réalise que c'était elle. Et en plus, même plus tard, après la séance, je réalise que dans mon rêve, elle avait les cheveux mouillés et elle est morte d'érocution dans l'eau. Sauf que avant même d'avoir fait la séance avec la personne qui vous fait travailler ça, vous faites pas le lien. Vous savez qu'elle est décédée de cette manière-là. Vous l'avez toujours su. Et pourtant, surtout quand on allait se baigner. Oh là là, attention, on rentre pas trop vite dans l'eau. C'est ça. Donc elle est décédée d'hydrocution à 13 ans. Oui, à l'âge de 13 ans. 12 ans. À 12-13 ans. Et en fait, vous ne percutez pas quand vous vous rendez compte que la personne que vous avez dans votre cauchemar a les cheveux mouillés.
Pas du tout. Vous faites pas le lien. Bah non, moi, je me dis qu'est-ce que c'est que ce rêve angoissant. Ah non, mais à aucun moment j'ai fait le lien. Et puis comme par hasard, c'était aussi 1 mois après le décès de ma grand-mère, qui était sa mère. Et cette grand-mère, elle m'a élevée en fait, quand mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Ouais. Et donc là, alors la thérapeute, la sophroanalyste, elle me dit quel message elle a pour vous. Je dis, ah non, mais moi je vais pas lui parler là, hein. Je suis trop terrifiée, c'est impossible. Bon, elle insiste. Alors, il fallait bien que je me sorte de cette situation. Et là, j'ai le message, tu peux être toi-même. Je dis, mais pourquoi elle me dit ça? Pour quelqu'un qui a du mal à être, en tout ça. cas à définir qui elle est, oui. C'est incroyable ce message. Oui. Il faut comprendre qu'à l'époque, j'essayais de me construire un patchwork de personnalité. Comme je savais pas qui j'étais, j'essayais de repérer, alors dans un film ou chez les copines, des attitudes, des mots, des expressions. Ça s'appelle du mimétisme, ça. Oui, je faisais que ça. Je me construisais ma personnalité en piochant chez les autres, en fait, chez les autres femmes. Et en fait, donc j'ai réalisé avec cette séance que, de manière totalement inconsciente, bien sûr, je cherchais à être cette jeune fille qui était donc la sœur de mon père et la fille de ma grand-mère qui m'avait élevée. Incroyable. Incroyable. Et c'est comme si, à partir de ce moment-là, j'étais née. Waouh. Alors, dans la vie, il se passe rien de particulier, mais j'ai appris à découvrir qui j'étais au fur et à mesure, comme si je venais de naître là à 30 ans à peu près. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, avant de faire cette séance? Professionnellement, bah, j'étais chimiste. J'étais maman solo d'un petit garçon qui avait 5 ans à l'époque et j'étais enceinte de ma fille. Ça, c'est assez fou quand même. Parce qu'en plus, chimiste, vous êtes quand même, c'est assez cartésien pour le coup. Ah oui, scientifique. Parce que moi, je me suis dit, je ferai jamais comme ma mère. Moi, je vais avoir les pieds sur terre. Parce qu'elle était thérapeute en quoi? Dans quoi? Oh, bah, elle a touché à plein de choses. Okay. Donc, elle a fait tellement de choses là. Faire la liste. Et puis, elle est devenue sophroanalyste. Et elle fait aussi des constellations. Elle a surtout vu sans doute les bienfaits sur sa fille. Oui. Et sur elle d'abord. Hein. Et sur elle d'abord. Oui. Et puis moi, je voulais surtout pas être comme ma mère. Hein. Bon, c'est raté. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ce fameux. Donc, vous avez ce déclic. De quelle manière ça va changer votre vie, mais concrètement dans la vie de tous les jours? Quelle va être l'évolution en fait? Justement, c'est comme si vous demandez à un enfant qui vient de naître, qu'est-ce que ça va changer pour toi d'être né? C'est difficile à dire. On se découvre tous les jours. C'est pas vraiment palpable. Par contre. Pour mon processus thérapeutique, parce que moi je faisais une thérapie parce que je souffrais de boulimie, pour mon processus thérapeutique, en fait, c'était impossible que j'avance si j'étais pas moi-même, si je grandissais en quelque sorte dans l'empreinte de quelqu'un d'autre. Donc c'était indispensable à libérer avant de pouvoir continuer à avancer. Est-ce que les problèmes de boulimie se sont stoppés? Alors, pas tout de suite. Ça a pris du temps parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans la boulimie, enfin, je parle pour moi en tout cas, mais... Attention au micro, à chaque fois que vous mettez la main comme ça fait poum poum, donc c'est toujours... Mais il n'y a pas de souci, allez-y. Donc je parle pour moi, mais je remarque que c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées en tout cas. Il y a un processus d'auto-sabotage. C'est-à-dire que quelque part, en fait, il y a tellement de culpabilité au fond de nous que on mérite pas d'être heureux. Et au fur et à mesure que je progressais dans ma thérapie, je sentais que j'allais de mieux en mieux. Mais mes crises, elles empiraient. Parce qu'en fait, alors j'ai compris plus tard, parce qu'en fait, c'est comme si je rééquilibrais une zone acceptable de bien-être ou mal-être, quoi. Au fur et à mesure que j'allais mieux, j'empirais les crises. Donc tout était prétexte à faire une crise. Si j'allais mal, foutu pour foutu, je faisais une crise. Si j'allais bien, non, je mérite pas, je me sabote en faisant une crise. Je faisais des crises tout le temps, tous les soirs, hein. Et à quel moment, donc, tout ça s'arrête? Eh bien, justement, j'ai fait à peu près une dizaine de séances de sophroanalyse. Et puis, j'ai accouché, donc c'était compliqué de continuer. Mais, il faut savoir aussi que pendant la grossesse, ma boulimie, elle disparaissait. Et donc, je me disais, victoire, je suis guérie. Sauf que ça m'a fait le coup pour mon fils. C'est revenu après 6 mois d'allaitement. Et pour ma fille, je me suis dit... là, c'est vraiment terminé parce que maintenant, je suis heureuse dans ma vie. Avant, j'avais de bonnes raisons, entre guillemets, de me saboter, d'être malheureuse. Mais oui, parce que j'étais avec mon fils que j'ai élevé seul, et que c'était difficile, avec son père qui donnait plus de nouvelles. Parce que mon métier, me plaisait pas tout à fait. J'avais un gros syndrome de l'imposteur. Parce que j'étais à Paris et que c'était pas top. Parce que, en fait, j'avais toujours de bonnes raisons.
Le logement, c'était compliqué. Bon. Ouais. Il y a mille excuses. Ouais. Et j'arrive un jour, donc, dans un appartement super, dans une ville apaisée et avec ma petite famille recomposée, parfaite. Et à un moment donné, donc du coup, j'ai quitté Paris, donc au chômage, donc 2 ans pour voir devant moi, bien. Et là, les crises, elles reviennent. Et alors là, grosse incompréhension. En fait, c'est là que j'ai compris que le bonheur intérieur n'a absolument rien à voir avec les événements dans notre vie. Et je me suis dit, punaise, mais là, alors grand désespoir, hein. Mais comment je vais faire si tout va bien dans ma vie et que je suis encore en train de me détruire? Et c'est là que j'ai entamé, par hasard, la formation en constellation familiale. Et là, la formatrice, elle donne un exemple, en prenant l'exemple d'une personne qu'elle a accompagnée et qui était anorexique. Et avec des Playmobil, elle reconstitue un petit peu la situation familiale et elle place notamment le Playmobil du père plié en deux. Pourquoi il est plié en deux? Parce qu'il regarde par terre. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Sa petite sœur qui est morte. Et là, quand elle fait ça, je dis mais c'est mon histoire. Là, je fonds en larmes. Alors sans comprendre pourquoi. Hein. Je fonds en larmes. Je ne m'arrête pas pendant une demi-heure. Plus de crise de jour au lendemain. Waouh. Plus de crise de jour au lendemain. Je me suis dit waouh. Alors ça, c'est le métier que je veux faire. Ça, c'est fantastique. Avec les constellations familiales. Hein. Exactement. Et le pire, c'est que j'avais fait déjà des séances avant. Hein. Voilà, c'est pas, faut pas s'attendre à ce que chaque séance ce soit un déclic comme ça qui change la vie. Mais à un moment, c'est prêt. Et vous voyez, c'est même pas une séance que j'ai faite moi. Mais c'était là, prêt à sortir, et c'est sorti. Donc vous mais c'est aussi grâce à tout le travail que j'ai fait avant, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est pour ça que je vous ai posé en amont la question, ça va maintenant, vous allez bien? Oui. Vous avez plus de crise? J'ai plus de crise. Alors après, il y a eu encore un peu d'hyperphagie, donc le fait de trop manger, qui a été plus long à traiter. Ouais. Mais on va dire, ce déclic-là, c'était 90% du problème. Après, j'ai mis un petit peu plus de temps pour régler les 10%, parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler quand même. Est-ce que, du coup, les cauchemars, avec la présence de cette personne, et donc, en l'occurrence, votre tante, tout ça, c'est fini? Ah, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein. Ah, ok. Ah oui, vous l'avez vu quand je crois que c'était un rêve récurrent, enfin un cauchemar récurrent. Non, ça m'est arrivé une seule fois. Et par contre, j'avais régulièrement peur du noir, où il y a certains cauchemars récurrents que je faisais aussi et que je fais plus du tout. Et là, j'ai plus peur du noir. En fait, c'était une peur des fantômes, mais je ne savais pas. Alors, il y a aussi autre chose que vous ne saviez pas, c'est qu'apparemment, vous aviez un jumeau. Oui, alors j'ai découvert ça effectivement en thérapie. En plus, le plus drôle, c'est que moi j'avais assisté déjà à une conférence du docteur Claude Imbert, qui est à la base de la sophroanalyse, et une conférence sur les jumeaux. Et là, j'avais 22, 23, 24 ans. Et alors, je me sentais pas du tout concernée. Hein. Pas du tout, voilà. Et un jour, je fais une séance, je sais plus sur quel sujet. Et là, une séance de sophroanalyse. Sophroanalyse toujours. Et là, bon, il semblerait que j'ai eu un jumeau, mais franchement, je donne les réponses à ma thérapeute, mais j'y crois à moitié, quoi. Et à un moment, elle me demande de le laisser partir. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi je pleure? C'est pas vrai, cette histoire. Bah, j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'il s'est bien passé quelque chose. Voilà. Et donc, le laisser partir, ça a été toute une histoire. Et il faut savoir que, en fait, moi, cette perte de jumeaux, donc même ma mère était pas au courant, hein, donc c'est de manière très, très précoce. J'ai failli vous poser la question, parce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de vérifier si c'est vrai. Oui, impossible. Et donc, se renseigner auprès de ses parents, sa mère en l'occurrence. Oui, mais quand c'est très précoce, en fait, la mère ne le sait pas. D'accord. Oui, donc moi, ça rejoignait en fait une blessure d'abandon. Je me suis sentie abandonnée par ce jumeau, et c'est comme si je pouvais pas vivre sans lui, et que c'est comme si quelque part, d'une certaine manière, je l'avais gardé avec moi, et ça posait des problèmes. Et donc la sophroanalyse a permis de solutionner ce ressenti-là? Ça, c'était une séance, mais sur la facette gémellaire, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs paliers. En fait, on va dire sur 10 années, parce que moi j'ai continué à travailler sur moi après avec mes collègues, etc., hein, pour continuer à avancer. Et il y avait plusieurs facettes, en fait. Finalement, à plusieurs reprises, j'ai dû travailler sur des couches différentes au niveau de l'inconscient pour vraiment, vraiment laisser partir. Et vous avez tout laissé partir maintenant? Ça y est. Oui, je pense. Mais bon, je me suis dit ça plusieurs fois, et après, non, c'est pas vrai. Non, mais là, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus dans ces difficultés-là, on va dire, psychologiques?
comme j'ai continué à avancer, parce que quand on avance, on se dit ah ça y est, maintenant je suis bien et tout, et puis la vie nous montre que, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. La vie montre que ah ben non, il y a encore ça qui va pas, etc. Et notamment dans la relation avec les hommes. Et voilà, en travaillant sur à chaque fois la dépendance affective, bon là je pense que je suis plutôt bien. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Ça, c'est formidable. Alors, du coup, effectivement, quand on regarde votre fiche index, il y a beaucoup de choses. Vous êtes formé à tout ce que vous préconisez, c'est-à-dire les constellations familiales, la sophroanalyse, tout ce qui est les thématiques que vous abordez sont les traumas, évidemment, la boulimie, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, oui. L'abandon, oui. Le syndrome de l'abandon. Ah oui, la blessure d'abandon, ça me connaît. Parce qu'entre le jumeau perdu et la séparation avec mon père de 0 à 2 ans et demi, et puis avec ma mère de 2 ans et demi à 5 ans, j'ai fait le tour. Et puis aussi, syndrome de l'abandon aussi, je l'ai guéri il y a à peine 1 an, d'un moment où quand j'avais 3 jours, ma mère a accouché à domicile, elle s'était entourée, et 3 jours après, c'était jour de Noël et tout le monde est parti. Et le problème, c'est qu'elle a fait une hémorragie. Elle a tout juste eu le temps d'appeler son père à la rescousse, mais il était à 500 km de là. Et le temps qu'il vienne, en fait, moi, en tant que bébé, j'ai perçu que tout le monde était parti. Autrement dit, personne s'intéresse à nous. Tout le monde s'en fiche de moi. Re-abandon. Re-abandon. Et surtout que je me suis retrouvée en difficulté parce que moi, j'étais bébé. J'ai pas mangé peut-être pendant 24 heures. C'est ça. Et ce qui explique aussi la boulimie après. Et voilà, il y avait un syndrome de l'abandon aussi à ce niveau-là. Wow. Votre maman a accepté de vous raconter tout ça? Ah oui, dès le début, moi je savais l'histoire, mais je savais pas que ça avait eu de telles conséquences. Comme ça, ouais, je savais pas que c'était en rapport avec ma difficulté avec les hommes, le fait que quand j'organisais quelque chose et que les gens hésistaient à la dernière minute, ça me faisait quelque chose. Ah bah oui, les gens qui partent les uns après les autres, ça me rappelait, sans que je le sache bien sûr, l'événement de bébé. Alors aujourd'hui, votre accompagnement, qu'est-ce que vous mettez en avant? Parce que j'ai l'impression que vous avez une sorte de caisse à outils, de différents outils, en fonction de ce que les gens ont besoin. C'est ça, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure déjà, la sophroanalyse, Conscientia et les constellations familiales, c'est complémentaire parce qu'on travaille sur nos 2 axes. Mais il y a aussi d'autres techniques de l'inconscient qui m'ont intéressée. Déjà, le MDR. Ça m'a toujours intéressée et je me suis formée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Donc ce sont 2 techniques de l'inconscient, mais où on va libérer de manière beaucoup plus corporelle, donc profonde. Alors NERTI, je connais pas. Oui. Alors comment est-ce que ça se pratique? En fait, c'est une écoute du corps, où on va laisser le corps faire la catharsis naturelle, c'est-à-dire libérer toutes les tensions corporelles. Mais il faut faire ça de manière consciente. Et c'est-à-dire qu'on libère l'émotionnel par le vécu du corps. D'accord. Voilà. Et justement, quand en sophroanalyse, j'accompagne quelqu'un et que il y a une étape un petit peu difficile, eh bien justement, je vais repasser la personne en écoute du corps, donc en lâchant les images, les pensées, etc., pour passer l'événement en fait, pour amener de la sécurité corporelle. D'accord. Donc en fait, ce sont des techniques que je vais utiliser en complément en fait, en fonction de ce qui se passe pour la personne. Après, je peux aussi avoir des personnes qui viennent me voir en me disant « Non, mais moi, ça m'intéresse pas de comprendre mon histoire, je veux surtout pas fouiller dans le passé. » C'est vrai. Là, je propose cette technique parce que là, on n'a pas besoin de comprendre. On lâche vraiment... C'est étonnant quand même que les gens sont conscients
qu'ils ont une problématique, mais ils veulent pas aller rechercher dans leur passé, dans leur histoire, dans les secrets de famille. Oui, bah moi j'ai du mal à comprendre aussi parce que c'est pas mon fonctionnement, mais j'accepte que... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est intéressant de savoir qu'il y a des thérapies brèves qu'on peut mettre en place sans avoir à aller... aller fouiller dans le passé. Aller fouiller dans le passé. Oui, tout à fait. Après, l'intérêt de fouiller dans le passé, c'est d'être en paix avec son histoire et de mettre du sens sur ce qu'on a vécu. Parce que ça fait grandir. On dit aussi, ça fait grandir, mais on dit aussi, on a enregistré plein d'émissions là-dessus, et notamment sur les constellations familiales et autres, ou la psychogénéalogie, par exemple. On dit que pour casser, j'allais dire, la chaîne infernale de ce que l'on répète et de ce schéma répétitif dans nos vies, il faut quand même remonter dans le passé pour savoir ce qui s'est fait. Si on fait une thérapie brève sur l'instant sans avoir à aller dans le passé, est-ce qu'on règle véritablement le problème quand même? Eh bien, bonne question. En fait, ça dépend de chacun. Parce que, quelle que soit la technique, il y a des personnes sur qui ça va marcher, il y a des personnes sur qui ça ne va pas marcher. Alors quand je dis ça ne va pas marcher, c'est comme si je disais, moi finalement, toutes les séances de constellation familiale que j'ai faites avant ma libération, j'aurais pu dire ça n'a pas marché, dans le sens où ça n'a pas changé ma vie du jour au lendemain. Mais est-ce que ça n'a pas marché ou est-ce que c'était juste des pierres nécessaires à poser pour qu'ensuite quelque chose puisse être réellement libéré? Et ça, on peut le dire pour toutes les techniques. C'est vrai. Et moi, j'ai remarqué aussi que certaines techniques étaient limitées, notamment pour des personnes qui ont de la culpabilité et qui, du coup, vont saboter la thérapie. Et pour des techniques comme, pour des problématiques de culpabilité, là, à part la sophroanalyse, je connais pas de technique qui puisse vraiment libérer ce blocage-là. En tout cas, quel est, dans le panel de ce que vous proposez, dans l'accompagnement que vous proposez, quel est le support avec lequel vous vous sentez le mieux? La sophroanalyse. La sophroanalyse? Oui. Puisque finalement, en sophroanalyse, j'utilise toutes les méthodes. Toutes les techniques sont rassemblées dans la sophroanalyse consciencée, justement. C'est la méthode que j'ai mis au point. Moi, je me suis formée en sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, puis je me suis formée en sophroanalyse des mémoires prénatales et de l'éveil, avec une dimension un peu plus spirituelle. Et puis, en intégrant finalement les autres techniques auxquelles je me suis formée, ça a fait la sophroanalyse consciencia. C'est ça le nom de votre technique? Oui. De votre approche? Oui. Consciencia. Et de mon site internet. Et de votre site internet, Consciencia. On mettra autour de la vidéo, bien sûr, l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Edwige. Cette phrase d'accroche, vous dites, quand on est bloqué, notre âme a la clé. Parfois, on pourrait considérer que cette phrase, elle est un peu simpliste parce qu'on se dit, bon d'accord, mais alors, que fait mon âme? Si elle a la clé, elle est bien gentille, c'est peut-être maintenant que j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, qu'est-ce que... pourquoi elle n'a pas agi avant? Pourquoi elle n'agit pas avant? Pourquoi est-ce que il faut que j'ai tout ce chemin d'embûche comme le vôtre pour qu'elle agisse? C'est ça, pourquoi galérer autant, hein? Mais oui, on pourrait se poser cette question aussi. Ouais. Alors déjà, pourquoi le mot blocage? Pourquoi bloquer? Parce que, effectivement, quand je reçois mes clients et que je leur demande ce qui va pas, c'est un mot qui revient très souvent. Je me sens bloquée. Là, après, le blocage, il peut s'exprimer sur différents niveaux. Blocage relationnel, émotionnel, blocage en termes de comportement alimentaire par exemple, ou au niveau professionnel, des personnes qui sont bloquées professionnellement, ou qui sont bloquées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir un enfant, ou etc. Donc les blocages, il y en a de toute nature, mais c'est vraiment le mot qui revient. Et notre âme à la clé, encore faut-il lui demander. C'est ça le truc, c'est que si on ne demande pas, ça c'est un principe, je crois qu'on retrouve dans la Bible, demande et tu auras. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ça, il m'a dit, tu n'as pas parce que tu n'as pas demandé. Exactement. Et l'idée, c'est qu'en sophroanalyse, mais finalement en constellation familiale, c'est un petit peu le même principe, il y a une demande qui est posée, une demande d'être aidé, et que l'inconscient puisse montrer l'origine de la problématique. Et elle est là la clé. Et si on se laisse guider, qu'on laisse notre mental de côté, et il y a des techniques pour ça, même si on pense pas être capable d'y arriver, on y arrive, même si on n'y croit pas, on travaille sur la croyance que c'est pas possible. Et en se laissant guider, eh bien justement, on a des informations comme ça. Tiens, un cauchemar qui me revient. Tiens, j'ai l'impression d'être dans un endroit où j'étouffe, où je suis serrée, etc. C'est sombre, je suis toute seule. Ah bon, bah, ça ressemble un petit peu au ventre maternel, tout ça, par exemple. Et finalement, en apprenant à écouter les messages de notre âme, qui sont pas toujours comme on se l'imagine, une phrase toute faite, etc. Non, ça peut être un ressenti, ça peut être un souvenir, ça peut être une sensation dans notre corps, ça peut être
une image, même si elle est furtive. Ça peut être un souvenir, ça peut être des fois un mot qui nous vient. Et finalement, on apprend à recevoir les messages de notre âme, à comprendre ce qu'on a vécu, que ce soit peut-être dans le ventre de notre mère, à la naissance ou dans l'enfance, ou même avant, pour ceux qui y croient. Et qu'est-ce qu'on a mis en place comme croyance à ce moment-là, qui nous limite encore aujourd'hui. Et on voit bien le lien, hein, il y a un temps où on regarde bien le lien entre notre problématique d'aujourd'hui et là où notre âme nous a ramenés. Et ben là, notre âme nous permet de changer nos croyances. Par exemple, moi, le jour où mon père a quitté ma mère quand elle lui a annoncé que j'étais enceinte, la croyance mon père ne m'aime pas et de toute façon aucun homme ne m'aimera, elle était bien costaud. Ancrée. Voilà. Ouais. Renforcée en plus par le jumeau qui est parti et qui donc ne m'aimait pas non plus. Eh bien, dans la séance, mon âme m'a permis de contacter en fait l'amour qu'il y avait à l'intérieur de mon père. Waouh. Ouais, et ça c'était énorme parce que moi je pensais vraiment, j'étais persuadée que mon père ne m'aimait pas. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'ai d'excellents rapports avec mon père. Wow. Pour ma mère, c'était la même chose. Ah, super. Super. Non, ma mère, elle m'aimait, elle me voulait déjà dans le ventre quand j'étais dans son ventre. Par contre, c'est avec la séparation de 2 ans et demi où j'ai cru qu'elle ne m'aimait pas. Et un jour, j'ai recontacté comment ma mère était pendant ces 2 ans et demi où j'étais pas avec elle. Et je la voyais essayer de chercher une solution pour essayer de me récupérer, en fait. Et là, waouh, j'ai contacté l'amour de ma mère pour la première fois de ma vie. Ah, ça m'a fait quelque chose. Hein. J'avais du mal à y croire, mais... Et tout ça grâce à la sophranalyse. Oui. Magnifique. Est-ce que vous avez, je demande souvent d'ailleurs à ceux qui s'installent ici, qui présentent leur index, est-ce que vous avez une histoire, vous savez, c'est le fameux avant-après, de quelque chose qui vous a profondément marqué, de quelqu'un que vous avez accompagné, qui vient avec une problématique et où vous voyez une transformation incroyable après avoir travaillé avec elle? Il y en a eu beaucoup. Je me rappelle par exemple d'une personne, tout d'un coup elle pose sa démission et en plus elle obtient une rupture conventionnelle, ce qui ne se faisait jamais dans l'entreprise. Ou encore je me rappelle d'une jeune femme que j'avais accompagnée. Elle vivait encore chez ses parents, donc au fur et à mesure de la thérapie, elle a réussi à trouver son propre logement, acheter une voiture, changer de formation parce qu'elle faisait une formation, elle insistait alors qu'elle avait eu plusieurs échecs, elle repassait les concours pour faire le même métier que ses parents. Donc elle a lâché ça, enfin voilà, elle a transformé sa vie quoi. Bah, ça a été progressif, mais voilà. C'est ça vraiment qui montre que l'accompagnement a fonctionné et c'est ça que je dis aussi dans l'alchimie. L'alchimie, c'est la transformation intérieure mais qui se manifeste dans la matière. C'est-à-dire qu'il y avait de vrais changements dans la vie. Comme moi, j'ai changé de métier, j'ai changé de conjoint aussi, parce que c'était nécessaire. J'ai fait plein de changements. Ouais, vous avez tout changé. J'ai tout changé, et puis même du moment où j'étais juste accompagnante et que je suis passée à formatrice, pourquoi j'ai fait ce changement, c'est parce que mon corps m'a dit tu es bloquée. J'étais bloquée physiquement, et il a fallu que je creuse et que je m'interroge sur cette douleur. C'était une capsulite en l'occurrence. J'endormais pas la nuit. Moi, je change pas comme ça. Hein. Donc là, il a fallu vraiment que je me questionne pour que je comprenne que il était temps pour moi de transmettre. De transmettre. Ouais. Et donc de former. Voilà. Bon, la formation de Conscience EA, c'est aujourd'hui en fait, c'est quoi? C'est une sorte de package de tout ce que vous avez appris, de toutes les méthodes, et vous avez retranscrit ça à votre façon? Alors en fait, je fais plutôt plusieurs formes de formation. Donc la formation en sophroanalyse Conscience CA, c'est effectivement un accompagnement en sophroanalyse qui intègre les neurosciences appliquées au traitement des traumatismes, c'est-à-dire le MDR, NERTI, etc., qui sont intégrés. Je forme aussi également en constellation familiale. Enfin, je démarre en 2025, en janvier. Et puis, je fais aussi des formations pour les parents. Enfin, là, c'est en cours. Je suis en train de la préparer pour les parents, justement, pour les aider à apaiser les tensions familiales grâce à une formation en constellation familiale, mais essentiellement la partie théorique, pour être en paix, en fait, en harmonie, que ce soit en couple, avec les enfants et aussi avec les beaux-enfants. Parce que les familles recomposées, bien sûr, il y en a c'est beaucoup. du costaud. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ok, donc Consciencea, encore une fois, le lien est autour de cette vidéo, en dessous, normalement. Donc vous pourrez évidemment avoir les contacts d'Edwige et puis voir de quelle manière elle peut vous accompagner, parce que encore une fois, il y a plein de possibilités. Donc échange, j'imagine, au départ, quelle est votre problématique? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui ne savent pas pourquoi ils viennent? Oui, et d'ailleurs, j'ai une séance intitulée Premier rendez-vous, cerner ma problématique, où j'indique que s'ils savent pas vraiment quoi choisir comme technique, ils font cette séance-là. Ouais. Et cette séance-là, elle est assez fabuleuse parce que en une séance, je les invite à creuser déjà dans leur inconscient et à comprendre leurs mécanismes. Et on établit un objectif de thérapie, de réalisation, et ces personnes, elles disent leur objectif. Alors, par exemple, je décide de me sentir en paix. Et on va écouter le corps quand elle dit cette phrase. Et dans, 95% des cas, eh ben, il y a une petite douleur, une petite gêne, un petit truc, je bascule. C'est-à-dire que c'est comme si, parce que le corps, c'est le langage de l'inconscient, c'est comme si l'inconscient, ben, je fais remarquer à la personne qu'il n'est pas complètement OK. Il y a un oui, mais. Et je fais comprendre à la personne que s'il y a un mais, elle risque pas d'y aller vers cet objectif. Parce que plus elle va se rapprocher, plus l'inconscient va dire « Ah, au secours !» Bien sûr. Donc, on va creuser ce mais jusqu'à comprendre et l'intégrer. Par exemple, on va... imaginons que cette personne, si elle se projette à être complètement en paix, je crois que c'est l'exemple que j'ai donné, oui, mais si je suis complètement en paix, je vais plus pouvoir être en lien avec ma mère, par exemple. Donc, on va mettre... je décide d'être en paix tout en étant en lien avec ma mère. Voilà. Et là, hop, le corps, il répond « Ok, tout va bien ». C'est-à-dire que c'est un objectif validé par l'inconscient qui permet vraiment de comprendre finalement le vrai problème. Parce que si on va pas traiter cette croyance que si je suis en paix, je suis plus en lien avec ma mère. Bon, je dis un truc. Oui, bien sûr, c'est un exemple. Eh ben, on peut tout faire et elle peut tout faire, ça va capoter. Ça, évidemment, ça va rien changer. Exactement. Ouais. C'est passionnant et honnêtement, alors on n'est pas rentré dans le détail de votre histoire, de votre vie. Parce qu'après tout, effectivement, ça vous appartient, mais on a vu effectivement les grandes lignes qui ont fait qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là et que vous êtes réconcilié avec vous-même. Oui, et avec mon corps. Et avec votre corps, absolument. Ben oui, pas rien. Bien sûr. Ah oui, parce qu'elle a honte, hein. La colère. Très intériorisée. La honte. Culpabilité. La culpabilité. Ça, c'est des choses qui ont forgé votre identité pendant longtemps. Oui, et qui fait qu'on sabote tellement de choses. Bon, pour moi, c'est un vieux souvenir, hein. Vraiment. Tant mieux. Ouais. Vous êtes passé à autre chose. Oui, mais et en même temps, moi, j'ai pas de regrets sur mon histoire parce que si j'étais pas passée par là, j'aurais pas été capable de comprendre la dimension, les conséquences de tout ça et d'accompagner les personnes qui traversent ça aujourd'hui. Et même de le détecter chez les personnes qui ont parfois pas conscience de ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, si, j'ai un accompagnement quand même qui m'a marqué. C'est une femme qui souffrait de fibromyalgie. Et j'en parle dans les conférences qui sont disponibles sur mon site internet. Avec des douleurs qu'elle estimait à 8 sur 10, en précisant qu'elle n'était pas du genre à se plaindre. Et la médecine ne pouvait rien pour elle, hein. Bien sûr, elle avait testé plein de choses au niveau médical, mais il n'y avait pas de solution. Et c'était aussi une boule de culpabilité. Et il y avait tellement de choses dont elle s'était sentie coupable. Si vous voulez savoir toutes les raisons, regardez mes conférences. C'est justement sur les blocages et les résistances dans la vie comme dans le processus thérapeutique. Et bien à la fin de la thérapie, elle estimait ses douleurs à 0 et 1 sur 10. Avec des pics à 4 sur 10 quand elle préparait un examen très stressant. Donc rien à voir. Ouais. D'où l'efficacité. Ça a été waouh. Donc ça, c'est tout ce qui est psychosomatique en fait. Hein. C'est-à-dire, au niveau médical, on vous dit, non madame, il n'y a rien. Vous avez mal, mais on n'a pas de solution. Eh bien, ça peut être intéressant de creuser au niveau psychique. Au niveau inconscient surtout. Au niveau inconscient, exactement. Quand on est bloqué, notre âme à la clé, et peut-être la démarche de contacter Edwige pour faire d'abord cette séance d'essai. Oui. Voir quel est le support, l'approche qui vous correspond le mieux, hein, en fonction de ce que vous allez analyser. Oui, parce que on analyse et puis après je demande à la personne qu'est-ce qui lui correspond le mieux comme approche thérapeutique. Bien sûr. Merci infiniment, Edwige. Eh bien, avec plaisir. Merci, c'était passionnant. Et encore une fois, vous faites partie de ces gens qui peuvent changer la vie et
vous êtes aussi l'incarnation de votre histoire. Et par définition, on a besoin de s'identifier aussi en se disant, mais enfin, quelle légitimité vous avez à parler de ça. C'est pour ça qu'on insiste pour qu'il y ait des gens qui viennent raconter leur histoire. Pour l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu. Ouais. Mais c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Je pense que d'abord, on ne devient pas thérapeute pour rien. Oui. Hein, on a tous nos fêlures et nos voilà, et nos névroses. Oui. Voilà. Mais quand vous avez aujourd'hui, vous êtes la, comment dirais-je, la vitrine du possible. Voilà. Ah oui, parce que moi, en plus, j'étais persuadée que ça serait pas possible pour moi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous êtes resté longtemps dans cette croyance. Oui. Oui, et j'ai notamment, il y a pas longtemps, une autre femme qui souffrait aussi de fibromyalgie, mais c'est pas la même, où ça marchait pas en sophroanalyse parce qu'elle était tellement persuadée que ça marcherait pas sur elle qu'elle avait pas d'infos. Ouais, c'est ça. Elle s'est auto-sabotée. Donc, croyance, j'y arrive pas. Ouais. Mais qui était une croyance qui la gênait aussi dans sa vie. Dans sa vie aussi, elle était tout le temps en train de se dire j'y arrive pas. Et donc, du coup, on a basculé en EMDR et NRT pour libérer cette croyance. Et après, on a pu redémarrer. Et elle aussi, ses souffrances ont largement diminué. Largement diminué. Edwige Macheral, je le dis bien? Machelard. Machelard. Pourquoi je dis Macheral? Machelard, autant pour moi. Vous l'aurez de toute façon très bien reconnu et lu de vous-même sur cette vidéo avec le lien juste en dessous et tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube que vous préconisez. Merci Edwige en tout cas. Et je rajoute une petite chose, c'est qu'en fait, ce travail sur l'inconscient, il peut se faire même pour les bébés. Donc j'accompagne aussi les mamans avec les bébés quand voilà, il y a quelque chose qui va pas. Et même in utero? Non. 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 Pas encore. Mais en travaillant sur comment s'est passée la naissance, comment s'est passé les mois de grossesse, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement avant, eh bien, on peut aider parfois certains bébés qui sont trop accrochés à leur maman, qui ne font pas leur nuit, mais de manière anormale, etc. Merci Edwige. Avec plaisir. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.